J'ai déjà dit cela et je le redirai, chaque endroit dans le monde est plus étrange que vous ne le pensez. Du Brésil au Royaume-Uni en passant par Taïwan, si vous fouillez suffisamment longtemps n'importe où, vous allez trouver quelque chose de bizarre. Alors aujourd'hui, examinons 20 des choses les plus étranges récemment découvertes aux États-Unis. Numéro 20, les pétroglyphes des montagnes blanches. La montagne blanche dans le comté de Sweetwater, Wyoming, n'est pas seulement une magnifique caractéristique naturelle à travers le paysage accidenté de cette partie du désert rouge du Wyoming, elle abrite également des centaines d'œuvres d'art anciennes. Ce sont des pétroglyphes, c'est-à-dire de l'art réalisé sur la surface d'une roche en enlevant des couches par grattage, piquetage ou autre sculpture. Ici, à la Montagne Blanche, il y a des centaines de figures qui ont été gravées dans la surface de grès des falaises. Les images ont été rayées quand maquillées dans la pierre au fil du temps et datent de 200 à 1000 ans, et elles sont extrêmement variées. Il y a plusieurs scènes qui semblent représenter des bisons ou des élans chassés. Il y en a d'autres qui sont des formes géométriques. Ensuite, il y a de petites empreintes de pas gravées dans la roche. En plus de cela, il y a de véritables empreintes de mains qui semblent presque pressées dans la surface, et celles-ci attirent vraiment les visiteurs, offrant une connexion avec un passé ancien. Maintenant, il est temps pour le sujet sucré. Ce qu'ils ont trouvé sur une plage en Californie a choqué tout le monde, car c'est l'un des cadavres les plus dégoûtants que quiconque ait jamais vu. Nous savons tous que l'océan peut cracher des créatures vraiment horribles, et cette monstruosité ne fait pas exception. Heureusement, elle était déjà morte, car regardez-la. Les profondeurs marines sont vraiment un endroit horrible et Lovecraftien. Comme toujours, faites-moi part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet sucré. Numéro 19. L'abeille fouisseuse construit des châteaux de sable à la plage. Sur cette plage, en Caroline du Nord, il y a des centaines d'abeilles qui travaillent assidûment à creuser dans le sable. Cela semble un peu étrange, mais apparemment, ces abeilles assommants vivent réellement ici, et c'est donc ce qu'elles font. Elles collectent l'eau de la mer et la tirent dans une poche de leur abdomen appelée jabot, et ce sont de petites créatures très fortes. Elles peuvent porter un sixième de leur propre poids corporel en eau dans cette poche. Après avoir rassemblé l'eau, les abeilles prennent ensuite leur envol et l'emportent montant vers leur maison dans le flanc de la falaise. Elles font cela de manière répétée, toute la journée, environ 80 fois en fait. La raison pour laquelle elles sont si assidues dans leur travail n'est pas qu'elles aient si soif, mais plutôt qu'elles construisent leur nid là. Les nids des abeilles sont construits à partir d'un mélange de sable, d'argile et de gravier que l'on peut tous trouver sur le flanc de la falaise, et elles mélangent ensuite cela en le pulvérisant avec de l'eau. Elles utilisent leur proboscis comme un tuyau, et après que le mélange soit ramolli avec l'eau, elles commencent à creuser. Ces abeilles sont également appelées abeilles fouisseuses pour une raison, car elles construisent et façonnent leur nid à partir de la falaise. Certaines d'entre elles construiront même une sorte de château de sable. L'abeille fait de petits trous appelés cellules de couvée dans tout son nid, et dans chacun d'eux, elle déposera un œuf. Avant que l'abeille ne place sa précieuse cargaison dans chacun, elle rassemblera du pollen et du nectar pour nourrir le bébé abeille, puis elle pondra son œuf dessus. C'est un processus super complexe et extrêmement efficace. Le nid est scellé pour protéger les œufs, et l'abeille a terminé, malheureusement, pour toujours. Cependant, ces jeunes émergeront du nid et le processus recommencera la saison suivante. Numéro 18. Chercher de l'eau en Californie. En 2014, lors d'une des sécheresses désormais régulières en Californie, un phénomène a commencé à être utilisé qui est un peu plus ésotérique aujourd'hui. Les agriculteurs à travers le pays californien ont commencé à faire appel aux services de sourciers ou sorciers de l'eau pour trouver de l'eau souterraine. Les sourciers utilisent une paire de bâtons en cuivre ou en bois appelés baguettes de sorcellerie et ils les étendent sur le sol pour trouver où de l'eau pourrait être cachée sous la surface et où un puits pourrait être creusé. Les viticulteurs, même les grands, semblent avoir rejoint la tendance de la sorcellerie et les sorciers de l'eau ne se plaignent pas. À 500$ la visite, ils sont plus que ravis d'aider. Ce type de pratique n'est pas approuvé par le département des ressources en eau de Californie ni par le service géologique des États-Unis. Ils affirment tous deux qu'il n'y a aucune science derrière cela. Numéro 17. Le poisson-football du Pacifique. Voici le poisson-football du Pacifique qui a été accidentellement remonté par des pêcheurs dans la baie de Monterey en 1985. Cela les a un peu effrayés car ces poissons ne se trouvent généralement pas à la surface, préférant cacher leur visage terrifiant tout au fond des océans profonds.
Le poisson football du Pacifique s'est avéré être un type de poisson lanterne. Les poissons lanternes se trouvent dans les mers du monde entier, vivant dans des eaux profondes, principalement près du fond marin. Ils font partie de ces créatures étranges qui ont leur propre source de luminescence qu'ils utilisent dans la chose charnue qui pend au sommet de leur tête. Cette chose est leur leurre qu'ils utilisent pour attirer leur proie, comme un pêcheur avec une ligne, vous voyez. Les poissons lanternes sont de véritables chasseurs efficaces. Et non. Seulement ils ont une multitude de dents aiguisées et pointues, mais ils ont également des bouches absolument gigantesques. La bouche massive du poisson lanterne s'étend sur tout le tour de sa tête, et elle peut également être étendue à une largeur colossale permettant à ces habitants terrifiants de la mer d'avaler une proie 2 fois leur taille. Dans nos mers, il existe en fait plus de 200 espèces de ces poissons horribles. Ils sont tous équipés de ce leurre charnu fabuleusement utile sous une forme ou une autre, et c'est la caractéristique que toutes les différentes formes et tailles de genre de poissons lanternes partagent. Ils sont les meilleurs pour la pêche en haute mer, et ces poissons peuvent atteindre une longueur terrifiante de 4 pieds. Imaginez-en un nageant hors de l'obscurité et vers vous. Il y a les types les plus célèbres, comme le diable de mer Noire, et puis les résidents moins connus mais tout aussi fascinants, les crapauds de mer. Dans certaines espèces de poissons lanternes, les mâles ont des corps extrêmement petits, et ils ont un corps tellement simplifié qu'ils s'attachent simplement à une femelle et vivent comme des parasites. On pense que cela permet à la femelle d'accéder à plus de nourriture tout en économisant de l'énergie, du moins pour les mâles, et leur seul objectif semble être de trouver une femelle. Numéro 16. Squelette géant dans une grotte. Au XIXe siècle, une histoire a éclaté dans le Nevada selon laquelle des géants auraient été découverts dans un endroit appelé Lovelock. Cela a commencé lorsque d'anciens os humains ont été découverts dans une grotte de cette région, et à l'époque, des choses comme des restes humains étaient souvent exposés comme un point d'intérêt pour un public curieux et légèrement macabre. Le problème est que, si ces restes s'avèrent être géants, comme le dit l'histoire, alors ils ne sont plus disponibles pour nous témoigner. Bizarre. Mais malgré le manque de preuves physiques réelles, l'histoire des géants de Lovelock persiste encore aujourd'hui. Les personnes qui ont vécu dans cette région pendant plus de 4000 ans, la grotte elle-même montre des marques de vie humaine, et il y a un revêtement de suie provenant des feux de camp qui ont été allumés à l'intérieur. L'histoire selon laquelle c'était autrefois le refuge d'une tribu de géants aux cheveux rouges est l'une des plus connues de toutes les légendes de ces anciens peuples. Les histoires de ces géants sont bien connues parmi une tribu de peuples autochtones de la région. Ils disent que les géants aux cheveux rouges étaient des cannibales et qu'ils piégeaient les gens. Ils les attrapaient dans des fosses qu'ils avaient creusées sous les chemins, puis ils les mangeaient dedans. On dit que l'histoire de ces géants s'est terminée dans la grotte de Lovelock, où la tribu avait piégé les derniers d'entre eux, Pidelanonson, puis les avait tous tués à l'intérieur de la grotte elle-même, mettant fin à leur règne de terreur. Il y a peu de preuves que ces personnes au Dortion étaient réellement des géants, ou même des cannibales. Il y avait une tribu de personnes inconnues dans la région, et certaines preuves de leur culture ont été trouvées, mais avec très peu de détails. Ils auraient même pu avoir les cheveux roux. Qui sait ? Cela peut être affecté par le sol dans lequel ils ont été enterrés, donc il est impossible de prouver. Certains des squelettes trouvés dans la région ont été mesurés à 1,80 m, et c'était exceptionnellement grand à l'époque, mais géant. Cela pourrait être un peu exagéré. Numéro 15. Le lézard taupe mexicain. Cette drôle petite créature rose est un lézard taupe mexicain. Il est parfois également connu sous le nom de lézard vert à 5 doigts ou bip. Ces animaux ressemblant à des vers mesurent entre 18 et 23 cm de long et peuvent y vivre entre 1 et 2 ans. Ils ont une peau segmentée qui les fait ressembler beaucoup à des vers de terre et se déplacent sous terre de la même manière. Ils ont de courtes pattes, avant qui sont fortes, et ont des pieds en forme de pagaie et ils ne semblent plus avoir de pattes arrière. La preuve qu'ils en avaient autrefois mais ont évolué, sans ailes, peut être vue dans des radiographies. Ces créatures se sont tellement bien adaptées pour pouvoir creuser efficacement qu'elles ont également évolué sans oreilles et ont maintenant la capacité d'entendre par les vibrations dans la peau, qui sont ensuite transmises à la cochlée. Le lézard taupe mexicain se reproduit sous terre, la femelle de l'espèce pondant de 1 à 4 œufs pendant l'été. Ceux-ci écloront ensuite après 2 mois, et ces lézards vivent sous terre pendant la journée et ne remontent à la surface que la nuit, ou lorsqu'il y a eu de fortes pluies. Numéro 14. Le sphinx de Californie.
Il y a plein de villes fantômes et autres dans le désert californien. Le Sphinx de Californie. Le secteur cinématographique a construit et laissé ses décors là-bas pendant 100 ans. Mais l'une des choses les plus étranges à trouver est une fausse ville égyptienne ancienne dans le désert. C'est le décor restant d'un film muet réalisé par Cecil B. 2000 en 1923. Le film était Les 10 commandements, et c'était une production colossale et élaborée impliquant plus de 1500 ouvriers construisant ce gigantesque décor près de la ville côtière de Guadeloupe. Le temps et la météo ont réclamé ces répliques en plâtre, mais elles sont toujours là. Je veux dire, il est difficile de cacher un temple de 12 étages et de 800 pieds de large, avec 2 énormes statues de pharaons de chaque côté, une avenue de 20 sphinx et une immense porte de temple. Le film lui-même nécessitait toute une ville mobile de personnes, et il y avait 125 cuisiniers et médecins militaires, ainsi qu'une distribution de milliers d'acteurs et de membres de l'équipe, sans oublier tous ces animaux. En fin de compte, la ville n'a pas été retirée, comme cela avait été promis dans l'accord initial, et elle a été renversée puis recouverte de sable. Ce n'est pas vraiment la meilleure façon de cacher votre immense ville ancienne et incongrue, mais bon, c'est Hollywood après tout. Au début des années 1980, le décor a ensuite été redécouvert, et tout l'endroit a été déterré, comme lors d'une véritable fouille archéologique, mais dans le sable californien. Numéro 13. La cabine téléphonique de Mojave. Au milieu du désert en Californie, il y avait une cabine téléphonique et elle est devenue une obsession. Un homme du nom de Godfrey Daniels l'a apparemment trouvée, bien qu'elle ait existé avant cela, donc c'est un peu un abus de langage. Daniels avait lu à propos de cette cabine téléphonique dans un fanzine et, souhaitant savoir pourquoi elle était là et qui pouvait l'utiliser, il a composé le numéro fréquemment. Jour après jour, le téléphone sonnait et sonnait, jusqu'à ce qu'un soir, il obtienne un signal occupé et ne puisse pas croire sa chance. Il a continué à composer, espérant juste attraper quiconque était à l'autre bout du fil après avoir raccroché, et par chance, il l'a fait. Il a eu une femme nommée Lorraine qui vivait hors réseau et utilisait le téléphone pour ses appels. Elle lui a dit comment trouver la cabine téléphonique, et puis Daniel s'est mis en route pour la chercher. Il l'a trouvée et a passé un appel depuis. Puis, il a créé un site web dédié à la cabine téléphonique du désert, et les gens ont commencé à venir de partout. Il faisait et recevait à cran des appels à toute heure du jour parlant à des inconnus dans le désert. Puis, en mai 2000, la cabine téléphonique a été soudainement retirée. Le numéro existe toujours et vous pouvez l'appeler et quelqu'un peut même répondre, un peu comme quand elle était encore dans le désert. C'est le 7607 339 969. Mais ne me blâmez pas si ça devient bizarre. Numéro 12. La terreur de Ponyhenge. C'est une chose super étrange et un peu inquiétante que l'on trouve sur l'ancienne route Sudbury à Lincoln, Massachusetts. C'est Ponyhenge qui est essentiellement un cercle de vieux chevaux à bascule en plastique dans un champ. C'est étrange et cela ne rivalise certainement pas avec Stonehenge. Cet endroit particulier est également connu sous le nom de cimetière des chevaux à bascule. Et la chose la plus étrange à son sujet est que personne ne sait vraiment comment il est arrivé là ou de quoi il s'agit. Les habitants sont naturellement assez discrets à ce sujet, et je veux dire, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette route rurale, donc c'est à peu près la seule chose qui se passe dans les environs. Apparemment, selon une histoire locale, il y avait autrefois juste un cheval à bascule dans le champ, et les propriétaires du terrain disent qu'ils ne savent pas d'où il vient, mais ils ont décidé de le laisser là où il était. Puis d'autres poneys ont commencé à apparaître, et les nombres semblaient juste monter et descendre au fil du temps. Bizarre. Numéro 11. Château de Bishop. C'est un bâtiment d'apparence étonnante créé par un homme nommé Jim Bishop. Il avait quitté l'école à l'âge de 15 ans après qu'on lui ait dit qu'il ne réussirait jamais. Mais maintenant, il possède un château. Voilà. Le vieux Jim a économisé environ 450 $ et a acheté un terrain de 2,5 acres dans la forêt nationale de San Isabel au Colorado. Son but était d'y vivre et de chasser sur la terre, et lorsqu'il s'est marié en 1967, il a été inspiré pour construire une maison. Le projet a commencé comme un cottage en pierre d'une pièce, mais il est vite devenu quelque chose de bien plus grand. C'est le château de Bishop, et le mot château lui va parfaitement. L'endroit est immense et incroyablement grand. Il compte 16 étages et possède des fenêtres de style cathédrale. Il y a aussi des passerelles en fer forgé et même son propre dragon, fabriqué en acier, qui crache néanmoins du feu. L'endroit est ouvert aux visiteurs toute l'année contre un don, et il y a une boutique de souvenirs qui ouvre une grande partie de l'année également. Numéro 10. Village de fées abandonné.
Cet endroit suivant est un village miniature presque complètement oublié, niché dans des bois juste à côté de l'autoroute dans le Connecticut. C'est tout ce qui reste du village des Petits Jean à Waterbury, Connecticut. Autrefois, il y avait un magnifique jardin planté tout autour du site, mais cela est maintenant envahi par la végétation et tout cela est repris par la forêt. Il y a une falaise avec de petites maisons sculptées dans la pierre et de nombreuses autres petites créations sculptées tout autour. Maintenant, comme pour beaucoup de choses qui commencent à sembler un peu effrayantes, il y a de nombreuses légendes locales qui ont vu le jour autour de cet endroit. Bien sûr, la raison la plus probable pour laquelle ce village de fées a existé était qu'il s'agissait d'une attraction routière. Il y avait des milliers de ce type de distractions le long des autoroutes des États-Unis. De nombreux Américains, entreprenants ont vu l'âge d'or des voyages en voiture et le zénith du voyage en voiture pour le plaisir comme une opportunité commerciale, et un grand nombre d'audities et d'attraits pour inciter les gens à quitter la route et à dépenser de l'argent sont apparus à l'échelle nationale. Bien sûr, il y a toujours la possibilité que certaines des rumeurs plus sinistres concernant cet endroit puissent être vraies. Alors, peut-être a-t-il été construit lorsqu'une femme a été rendue folle par des fées et que son mari a créé le village pour encourager ces fées à s'éloigner d'elle et à vivre ici à la place, mais cela n'a pas fonctionné et elles ont tourmenté l'homme jusqu'à la mort. Numéro 9. Prada Marfa. Le Prada Marfa peut ressembler à un magasin de créateurs au milieu du désert du Texas, mais c'est en réalité une installation artistique. Création des artistes scandinaves Michael Elmgreen et Inger Draxet, Prada Marfa est une réplique de vitrine entièrement non fonctionnelle, qui est essentiellement une sculpture étrange à la lisière d'une ville reculée du Texas occidental. L'idée générale est qu'elle s'éroderait progressivement et disparaîtrait dans le paysage, et elle n'était jamais censée provoquer une agitation. Elle devait aussi être plus une rumeur qu'une véritable opportunité photo. Mais ensuite, les réseaux sociaux sont arrivés et l'endroit est devenu un phénomène étrange. Il est même apparu une fois sur l'Instagram de Beyoncé. Le faux magasin Prada est là depuis presque 2 décennies, et durant ce temps, il a continué à exister malgré des problèmes juridiques, du vandalisme et bien plus d'attention que prévu. En quelques heures après la construction de l'endroit, il avait été tagué et volé. Tous les sacs à main et chaussures de pied droit seulement ont été dérobés, et il est alors devenu nécessaire de réparer l'endroit pour éviter qu'il ne devienne une verrue. Ainsi, il a été repeint, le verre a été réparé et le stock a été remplacé. Il nécessite encore un entretien régulier et est devenu un élément bizarre dans une ville où les gens ne sont pas financièrement chanceux. Cela soulève beaucoup de questions, mais ces dernières années ont vu un boom dans l'industrie du tourisme à Marfa, et le faux magasin Prada est un arrêt incontournable pour chaque influenceur et Instagrammeur. Maintenant, si vous m'excusez, je vais aller vomir. Numéro 8. Le trésor de Fenn. Le millionnaire et ancien marchand d'art Forrest Fenn avait une cachette d'or dans les montagnes rocheuses et a publié un poème cryptique intitulé Thrill of the Chase dans son autobiographie, conçu pour mener les explorateurs à partir à la recherche du trésor. Cela semble amusant, mais bien sûr, rien impliquant une grosse somme d'argent n'est jamais sans controverse, n'est-ce pas? Cet homme, un étudiant en médecine du Michigan nommé Jonathan Jack Stitt, était l'un de ces chasseurs de trésors, et il a trouvé l'or enterré qui serait prétendument d'une valeur comprise entre 1 million et 3 millions de dollars. Mais le problème, c'est que certaines personnes pensent bon qu'il a peut-être en fait triché pour le trouver. Maintenant, il est prétendu qu'il a en fait piraté des emails et des messages textes afin de localiser le trésor, et cela est franchement plutôt impoli, même dans le monde impitoyable de la chasse au trésor. Mais je veux dire, ce sont des pirates, n'est-ce pas, d'après tout? Malgré toutes les allégations, il prétend qu'il n'a même jamais utilisé de GPS ou d'autres technologies modernes pour localiser l'or. C'est une chose délicate, et aucun doute que ce vieux filou Fenn savait que cela provoquerait une véritable agitation, et c'est probablement exactement pourquoi il l'a mis en place en premier lieu. Mais qu'en pensez-vous? Jusqu'où iriez-vous pour trouver un trésor enfoui? Tout est-il permis dans le butin et la guerre? Numéro 7. Forêt sous-marine ancienne. Découverte à environ 60 pieds sous la surface dans le golfe du Mexique, au large des côtes de Gulf Shores en Alabama, c'est un endroit étrange qui a donné aux scientifiques un aperçu du passé très lointain. C'est une ancienne forêt de cyprès qui existait ici il y a plus de 60 000 ans, à l'époque de l'âge de glace côtier. Les niveaux de la mer montent alors d'environ 400 pieds plus bas qu'aujourd'hui.
La forêt a été préservée sur place et est le seul exemple connu de cela ayant eu lieu dans une zone côtière comme celle-ci. À l'intérieur, il y avait des preuves de tout, des types d'insectes et de plantes qui y vivaient aux précipitations et au climat de la région il y a toutes ces dizaines de milliers d'années. Numéro 6. Empreintes de dinosaures au Texas. Lors de l'été brûlant de 2022, une sécheresse brutale a laissé le Texas en souffrance. Cette période de sécheresse impitoyable a décimé les éleveurs de bétail à travers l'État, les laissant face à des pertes catastrophiques. Mais au milieu de la destruction, une découverte remarquable a émergé de la terre asséchée. Dans le parc d'État Dinosaur Valley à Glen Rose, les faibles niveaux d'eau ont révélé les empreintes époustouflantes d'un dinosaure estimé à environ 113 millions d'années, et la taille des empreintes était étonnante. Elles appartenaient à un dinosaure colossal qui mesurait 15 pieds de haut et pesait 7 tonnes. Ces empreintes, généralement cachées sous l'eau, étaient mais parfaitement préservées et protégées des effets d'érosion du temps. C'est un rappel incroyable des géants préhistoriques qui avaient autrefois marché sur Terre et un témoignage du pouvoir inspirant de la nature pour révéler ses secrets de la manière la plus inattendue. Numéro 5. Le vortex de l'Oregon. D'accord, hurrah, un vortex. Cela semble amusant. Ce supposé paradoxe scientifique se trouve à Gold Hill, dans le sud de l'Oregon, et même s'il a un nom plus accrocheur, c'est tout de même un endroit mystérieux. Ces lieux ont déconcerté et diverti les visiteurs avec des sensations bizarres, défiant la gravité qu'ils semblent invoquer. Mais est-ce de la science ou est-ce une illusion ? Oui, c'est une attraction routière de type cabane tordue qui laisse les gens confus sur leur déambulation et remet en question les lois mêmes de la physique. Dans un vortex comme celui-ci, il peut être difficile de savoir où l'on en est, mais c'est tout le plaisir, et c'est exactement pourquoi tant de gens aiment visiter cet endroit chaque année. Qu'est-ce qui le rend si vortexy ? Eh bien, c'est probablement le constructeur particulièrement ivre qui a dû assembler la cabane dans laquelle les visiteurs sont invités à suspendre leur incrédulité. C'est soit cela, soit une force surnaturelle, ou des aimants, ou quoi que ce soit d'autre. Cet endroit semble avoir un effet différent sur chacun qui y va. Certaines personnes ne peuvent même pas supporter de regarder l'endroit et d'autres n'oseront pas y entrer. On sait donc qu'il peut induire des nausées, des vertiges et des sensations de légèreté. Il y a même une rumeur selon laquelle c'est l'œuvre d'extraterrestres et qu'il pourrait y avoir un vaisseau spatial à proximité. Alors peut-être qu'il existe réellement des petits coins de non-sens gravitationnels partout aux États-Unis, commodément situés le long des autoroutes, sur lesquels les touristes adorent conduire, mais qui pourrait le dire ? Numéro 4. Paresseux géant. Un paresseux de taille surdimensionnée peut ne pas sembler être l'un des animaux les plus terrifiants. Je veux dire, ces choses sont toutes mignonnes et endormies, souvent dessinées comme de douces petites illustrations sur des cartes de vœux et des vêtements pour bébés, n'est-ce pas ? Mais le mégathérium était bien moins mignon qu'un dessin animé et plus un carnivore colossal. Alors mettez de côté ce que vous pensez savoir sur les paresseux pendant un moment. À l'époque du Pléistocène, il y a environ 5 millions d'années, il y avait un type très particulier de paresseux terrestres qui traînait en Amérique du Sud. Ceux-ci mesuraient jusqu'à 10 fois la taille des paresseux d'aujourd'hui et pouvaient en peser jusqu'à 4 tonnes. Oui, c'est vrai, ces choses étaient des paresseux de la taille d'un éléphant, et ils marchaient aussi sur leurs pattes arrière, comme le font les gens. Ce petit fait en fait le plus grand mammifère bipède marchant debout qui ait jamais vécu. Bien qu'il ne soit pas strictement carnivore, la forme et la structure générale du mégathérium suggéreraient qu'il chassait probablement d'autres animaux, tout en rassemblant de la nourriture provenant d'autres habitats. Malgré l'apparente peur que la taille de ces paresseux puisse inspirer, ils ont en fait coexisté avec les premiers humains pendant un certain temps. Et devinez quoi ? Le paresseux n'a pas gagné. En fait, il existe des preuves que les gens le mangeaient plutôt que l'inverse. C'est vraiment des choses ordinaires. Numéro 3. Empreintes humaines. En 2021, une équipe de scientifiques a fait une découverte étonnante dans la région qui est maintenant appelée le Parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique. C'est là qu'ils ont trouvé ce qu'ils croient être les plus anciennes empreintes humaines jamais découvertes en Amérique du Nord. Ces incroyables empreintes ont été datées d'environ 23 000 ans. Au total, 61 empreintes différentes ont été excavées lors de l'étude. Elles provenaient principalement d'adolescents et d'enfants.
et le groupe a suggéré que cela était probablement dû au fait que les adultes étaient occupés à effectuer des tâches spécialisées pendant que les jeunes étaient envoyés chercher et transporter des choses au bord du lac. Voilà pourquoi il y avait plus d'empreintes des jeunes générations dans cette zone, comme ils le disent. Pour comprendre tout cela, ils ont utilisé la datation au radiocarbone pour établir une sorte de chronologie historique pour les empreintes. Ils ont trouvé des couches de graines de plantes aquatiques dans les couches des empreintes, ce qui a également permis aux scientifiques de déterminer que les empreintes dataient d'environ 23 000 à 21 000 ans et qu'à l'époque où elles ont été faites, la zone était en fait un lac de l'âge de glace qui remplissait le bassin de Tularosa dans la région du sud central du Nouveau-Mexique. Juste pour mettre cette chronologie en perspective, ces humains auraient partagé leurs espaces avec des créatures extraordinaires et aujourd'hui éteintes comme le mammouth laineux. Numéro 2. Le H.L. Hunley. Le sous-marin H.L. Hunley a été le premier sous-marin à couler avec succès un navire ennemi en temps de guerre. Commandé par les États confédérés d'Amérique pendant la guerre civile américaine, le Hunley était un vaisseau conçu pour briser le blocus naval de l'Union sur les ports confédérés. C'était un sous-marin à manivelle avec une coque cylindrique en fer d'environ 40 pieds de long, 90 pieds de long. Il était composé de 8 hommes qui faisaient avancer le sous-marin en tournant un arbre de manivelle. C'était une machine assez rudimentaire, mais elle a en fait ce pourquoi elle était conçue. Eh bien, en quelque sorte. Le 17 février 1864, il a attaqué et coulé l'USS Housatonic, qui était un navire de guerre de l'Union qui avait bloqué le port de Charleston, en Caroline du Sud. Bien que personne ne sache vraiment comment cela s'est produit, il semble que le sous-marin ait fait exploser une torpille à éperon contre la coque du Housatonic, ce qui a provoqué son naufrage rapide. Mais comme nous nous y attendions probablement à ce stade, le succès de sa mission a été de courte durée. Après cette attaque, le sous-marin lui-même a mystérieusement disparu. Ce n'est qu'en 1995 que l'épave du Hunley a été découverte au large des côtes de Charleston. Étrangement, le sous-marin a été trouvé presque intact, avec les restes de son équipage encore à bord. Il est maintenant hébergé dans un laboratoire spécialement conçu à Charleston, où les chercheurs continuent à en étudier et de préserver ce morceau quelque peu sinistre de l'histoire navale. Numéro 1. Stonehenge du lac Michigan. Eh bien, c'est excitant, sans parler de vraiment plutôt étrange, et qu'il puisse être expliqué ou non reste à voir. Les archéologues étaient occupés à scanner les vastes profondeurs des eaux du lac Michigan, à la recherche d'épaves, mais ils ont découvert quelque chose de distinctement inhabituel et beaucoup plus ancien. En utilisant des techniques de télédétection dans la région de Grand Traverse Bay, à environ 40 pieds sous la surface, ils ont découvert un gros rocher avec une gravure préhistorique qui semble représenter un mastodonte qui est généralement un mammouth laineux. Et puis, à proximité de cette découverte excitante, ils ont trouvé une série de pierres qui semblaient avoir été disposées dans un style semblable à Stonehenge. Ce groupe de vieilles pierres préhistoriques était niché parmi les débris habituels du lac, vous savez, les vieilles voitures et épaves, et, de manière aléatoire, un quai de l'époque de la guerre civile. Mais caché dans ces débris se trouvait un joyau archéologique, apparemment. Dites-moi si je me trompe cependant, et oui, je sais que c'est sous l'eau, mais cela manque un peu de l'énorme et imposant panache de Stonehenge, n'est-ce pas? Je veux dire combien ça mesure même. J'attends un peu plus de mes monolithes préhistoriques. C'est tout pour les États-Unis pour l'instant. Comme toujours, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Consultez les autres choses intéressantes à l'écran, et je vous verrai la prochaine fois.